Vous et moi sommes bien plus que la somme de nos actes et pensées. Nous sommes des cartes incomplètes. Des territoires plongés dans une brume que nous ne finirons jamais totalement de dissiper. Il existe sous la surface de nos êtres des royaumes souterrains. Ils recèlent parfois des merveilles, des talents insoupçonnés. Mais ils sont le plus souvent des fosses où enfouir nos traumatismes. D'étranges créatures nous guettent, tapis dans la pénombre. Ces royaumes, il nous incombe pourtant un jour de les cartographier, et ces créatures, d'aller à leur rencontre si l'on veut espérer atteindre la plénitude dans cette grande aventure qu'est la vie. Un voyage, une quête qui est au cœur de l'œuvre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, dans cet épisode un peu à part du podcast littéraire consacré à un groupe de musique dont les textes m'ont hanté depuis l'adolescence. Alors, si vous êtes prêts à me pardonner cette digression, détendez-vous, retournez-vous et prenez ma main. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Nick, Spoutnik, peu importe. Le nom, peu importe. Le livre papier, c'est une pierre tombale, 6 Jules Autel. Au milieu des années 2000, alors que j'étais adolescent, un de mes amis, qui avait une passion pour un célèbre jeu vidéo en ligne, me montrait parfois des vidéos de ses joueurs favoris. Comme c'était un très bon copain, ma réticence finissait presque toujours par céder à son enthousiasme, et je l'écoutais me les commenter avec une attention polie. Avec le temps, sa passion devint une addiction dévorante, laquelle eut un impact sur sa vie sociale et son parcours scolaire. Ainsi, un matin de 2006, lorsqu'il me glissa entre deux cours qu'il avait une nouvelle vidéo à me montrer, je levai les yeux au ciel comme à mon habitude. Il s'empressa d'ajouter que celle-ci avait vraiment un truc en plus, sans qu'il ne parvienne à mettre le doigt dessus. Nous allâmes donc chez lui après les cours et lorsqu'il lança la vidéo sous mon œil sceptique, j'étais loin de m'imaginer être sur le point de faire une des découvertes artistiques majeures de mon existence. On y voyait, sans grande surprise, un petit groupe de joueurs en tuer d'autres grâce à une puissante malédiction. Mais cette vidéo, contrairement à toutes les autres dont la bande sonore se composait à 99% de Linkin Park ou Muse, était accompagnée d'une musique sombre, au rythme et paroles hypnotiques. Ce morceau, qui nous avait tant envoûtés, était, vous l'avez compris, l'œuvre du quatuor californien, et Right Into demeure encore aujourd'hui mon morceau préféré. Depuis, j'avais toujours voulu écrire sur le groupe sans toutefois y parvenir, sans parler du fait qu'en 2009 avait paru Reflets et Métamorphoses, une analyse ultra complète de la discographie du groupe par Christophe Muller, et à côté de ce spécialiste qui les avait suivis depuis leurs origines, je ne voyais pas bien ce que j'aurais pu dire de plus. C'est un soir de début août, alors qu'un terrible orage sévissait sur Paris, que je lisais Lettre à un jeune poète par Rainer Maria Rilke et que tournait sur ma platine vinyle par quelques curieuses synchronicités le morceau Disposition, qu'une phrase du livre me percuta. Ne vous laissez pas embarrasser par les surfaces. Dans les profondeurs, tout devient noir.
Mes oreilles m'avaient en réalité trahi et j'avais entendu le mot noir à la place de loi. Mais l'engrenage était déclenché et cette phrase avait fait écho en moi à une célèbre parole du groupe. Trop penser, trop analyser sépare le corps de l'esprit. Et si mon blocage était venu précisément du fait que j'avais trop cherché dans les paroles du groupe, m'enfonçant de fait dans une spirale sans fin. Le chanteur Maynard James Keenan a d'ailleurs souvent répété que s'accrocher au texte des chansons risquait de faire passer à côté du message principal. Il a d'ailleurs fallu attendre le 3e album du groupe, Lateralus, pour qu'ils commencent à publier les paroles de leurs chansons. Je compris alors que pour écrire sur Tool, il allait me falloir ne plus l'écouter. M'extraire de cette jungle hypnotique qu'est leur son, chercher ailleurs, me frayer un chemin dans d'autres œuvres. Mon point de départ fut un détail récurrent de leur texte, où le narrateur semble s'adresser à un mystérieux destinataire par l'entremise du pronom « you ». Un point commun avec le livre de Rainer Maria Rilke, écrit à la 2e personne, « vous », celui-ci désignant le jeune poète auquel le narrateur écrit des lettres afin de le guider sur son chemin vers l'accomplissement personnel. Une figure tutélaire bienveillante qui, chez Tool, s'est incarnée sous les traits de personnes telles que Henry Rollin du groupe punk Black Flag, Timothy Leary, apôtre du LSD, mais surtout Bill Hicks, immense comique décédé à l'âge de 32 ans, auquel le groupe a par ailleurs dédié son second album, Enima, et a souvent cité plus ou moins littéralement certaines de ses punchlines dans leurs morceaux, quand d'autres semblent même s'adresser directement à lui. Non-smokers die every day. Hicks avait un humour particulièrement sombre et corrosif et, durant sa brève carrière, n'a eu de cesse d'encourager son public à penser par lui-même, précepte qui constitue le socle fondamental de Tool. I have taken drugs before and I had a real good time. Malgré cela, force est d'admettre que le you auquel nous confronte Tool n'est en général pas aussi bienveillant. Sorry. Avant toute chose, il est intéressant de relever qu'en littérature, les œuvres écrites à la 2e personne se font rares. Elles créent un lien étrange avec le lecteur, le sentiment d'intimité, si ce n'est d'implication, étant accru. Un effet de proximité qui peut mettre mal à l'aise, raison pour laquelle ce type de livre demeure assez peu commun et impopulaire, certains lecteurs refusant même de s'y plonger. On en a un bon exemple dans Un homme qui dort de Georges Perec, où le narrateur s'adresse à un jeune homme ayant décidé de se couper du monde, sans toutefois cesser d'y vivre, c'est-à-dire à la manière du nombre, d'un être invisible glissant peu à peu dans l'apathie. Tu n'es qu'une ombre trouble, un dur noyau d'indifférence, un regard neutre fuyant les regards. Un texte qui m'a beaucoup fait penser à l'univers de Tool, chez qui la gêne est d'autant plus palpable que ce you auquel s'adresse le narrateur est presque toujours un être antagonique, une entité qui contrôle, voire nuit, au point de s'en prendre parfois violemment au narrateur. Mais plus inquiétant encore, ce you paraît souvent très proche, voire familier. Le tu n'est jamais trop éloigné du je, et il en découle une terrifiante idée. Et si le narrateur et le destinataire étaient en fait une même personne? L'échange serait donc un monologue où les deux parties intervertissent leur place d'un morceau, voire d'un couplet à l'autre. Parfois, le narrateur subit la violence antagonique de son alter ego, alors que dans d'autres morceaux, c'est le tu devenu je qui prend l'ascendant, la parole, et fait subir les pires outrages au je devenu tu.
Ce rapport de force n'est donc guère équitable, et le narrateur victime semble craindre d'aller à la rencontre de cette créature tapie dans l'abysse, par peur de ce qu'il pourrait découvrir en s'enfonçant trop en lui-même. Chez Toole, il est souvent question d'une chose enfouie dans les profondeurs et qui s'efforce de s'en extraire, quitte à faire sauter la soupape de notre moi conscient. Cette image, je m'y étais déjà heurté sous une autre forme, au collège, lorsque notre professeur de français nous avait fait lire une nouvelle qui eut un impact considérable sur moi. Elle se nomme « Je suis d'ailleurs » par un certain H.P. Lovecraft. Attention, spoiler alerte, le texte, écrit à la première personne, nous raconte l'errance d'un mystérieux personnage dans un château obscur, infini, mais dont il se met en tête de s'évader. C'est en cherchant une sortie qu'il entreprend l'ascension d'une tour et soulève une trappe qui le conduit dans une vaste pièce lumineuse, peuplée de convives qui festoient. Émerveillé par cette vision, son désarroi n'en est que plus grand lorsque, s'approchant pour se joindre à eux, il ne se heurte qu'à des cris de terreur. Avisant ensuite un miroir où il contemple son reflet pour la première fois, il découvre alors son apparence, celle d'une créature inhumaine. Dévasté, il retourne dans son antre des replis obscurs du château. Plus tard, quelques étapes plus loin dans mon propre cheminement intellectuel, je m'aperçus que cette part de notre moi symbolisée dans cette histoire, un célèbre psychanalyste appelé Carl Jung lui avait consacré sa vie et même donné un nom, l'ombre. Il serait bien sûr ridicule de prétendre vous expliquer en quelques secondes la pensée aussi complexe d'un homme tel que Jung, ancien élève de Freud, et dont je n'ai lu par ailleurs qu'une infime partie de son œuvre monumentale, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, disons que dans sa conception des choses, la psyché humaine est influencée par ce qu'il appelle les archétypes, des figures symboliques universelles présentes en chacun de nous, selon lui, dans un vaste inconscient collectif, et dont les rêves seraient d'ailleurs un moyen de dialoguer avec, à condition de comprendre leur symbolique. L'ombre fait partie de ces archétypes et représente les aspects inavouables, refoulés de notre personnalité, souvent négatifs, en fait que l'on a préféré inconsciemment reléguer aux confins de notre être, dans ce que j'ai moi-même décrit dans mon roman Médusa comme une petite pièce froide et esselée, pleine de recoins aux arêtes de rasoir. Cette ombre fait partie intégrante de la nature humaine et ne peut donc être éradiquée. Pire, la refouler ne fait qu'accroître son emprise néfaste, entraîne une tendance au conformisme, faisant de nous des êtres lisses, impersonnels et parfois de véritables bombes à retardement. La littérature, le cinéma n'en manquent pas d'exemples, l'un des meilleurs d'entre eux étant le roman satirique American Psycho, décrivant une société superficielle ultra-consumériste et dans lequel le personnage de Patrick Bateman mène une double vie d'employé de Wall Street le jour et de serial killer la nuit, incapable de vivre avec son ombre et ses pulsions refoulées. On en trouve un équivalent dans le roman Fight Club de Chuck Palahniuk, avec son protagoniste qui en vient même à un dédoublement de personnalité. Un concept que l'on trouvait déjà un siècle plus tôt dans le célèbre Dr Jekyll and Mr Hyde, le jour médecin bien sous tout rapport, la nuit, monstre laissant libre cours à sa part d'ombre. D'autres exemples un peu plus subtils sont Raskolnikov dans Crime et Châtiment, qui, après avoir commis un meurtre sans motif réel, se voit écrasé par l'ineptie de sa propre doctrine morale, Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent, dont la vengeance obsessionnelle prend le pas sur tout le reste. Au cinéma, Travis Bickle dans Taxi Driver, hanté par l'ombre du Vietnam et son expérience traumatisante,
tout comme Nick Chovotarevich dans Voyage au bout de l'enfer, ou bien sûr Nina Sayers dans Black Swan, dont la quête de perfection l'a conduite à une forme de schizophrénie. Enfin, c'est également le cas de Jack Torrance dans Shining, du moins dans la version cinématographique par Stanley Kubrick, où le personnage se laisse consumer par son ombre, à la différence du livre de Stephen King où, malgré ses prédispositions, il subit l'influence d'une force extérieure, l'esprit malveillant de l'hôtel Overlook. On s'aperçoit donc que l'ombre se nourrit entre autres de nos traumatismes passés. Notre enfance regorge de ce genre d'expériences négatives, essentielles selon Jung au développement de notre être, mais qui n'en constituent pas moins le terreau de nombre de nos souffrances à l'âge adulte. Une expérience traumatisante qui est au cœur du morceau Prison Sex de Tool, où ces réminiscences hantent le narrateur. Lequel narrateur finit par intervertir sa position et devenir à son tour l'agresseur, le tu devenant je, comme c'est souvent le cas avec des personnes infligeant à d'autres ce qu'elles ont vécu enfant une fois devenues adultes. Certains artistes ont choisi de laisser libre cours à leur ombre, faisant jaillir de leurs œuvres des choses inattendues, mais souvent peu acceptables aux yeux de la société. On en trouve plus d'exemples en peinture que dans n'importe quelle autre forme d'art, je pense, en raison de son processus de création généralement plus court et donc plus instinctif. Parmi eux, il y a bien sûr Francis Bacon et ses personnages inquiétants, dont je n'ai pas beaucoup de mal à imaginer que cette représentation du pape Innocent X n'ait pas influencé le groupe pour la pochette de son premier EP, Opiat. Ken Curie et ses êtres à la fois ectoplasmiques et pourtant très en chair. Hans Bellmer et ses poupées de femmes est un parfait exemple d'un artiste laissant parler des fantasmes et pulsions enfouies. En littérature, qui nécessite en général plus de temps de gestation et où il est donc plus difficile de laisser le contrôle à son ombre sans que notre moi conscient et les règles de bienséance reprennent le contrôle, c'est logiquement dans des formes plus concises telles que la poésie que l'on en trouve des exemples patents. Les fleurs du mal de Baudelaire me viennent de suite à l'esprit avec des poèmes tels que Une charogne, où l'auteur, décrivant une carcasse en décomposition, souligne la proximité que peuvent avoir, à la lisière de notre conscience, esthétisme et vision dérangeante. Emily Dickinson explora à travers son œuvre poétique très sombre et introspective l'affect de l'ombre sur notre psyché. On en a un bon exemple dans What Need Not to Be a Chamber to Be Haunted. Nul besoin d'une chambre pour être hanté, où, sous une imagerie gothique pleine de fantômes, elle évoque le thème d'une lutte intime, d'un combat contre soi-même. La poétesse nous montra aussi comment l'ombre étendant son emprise peut déformer notre vision du monde. À titre d'exemple, le poème Slant of Light, dans lequel la simple apparition d'un ray de lumière hivernale suffit à faire remonter en elle des pensées morbides. En dépit, ou peut-être même à cause de son œuvre, Emily Dickinson fut elle-même détruite par ses démons intérieurs et la pathologie qui la rongeait, vivant recluse dans sa chambre dès l'âge de 30 ans, et ce jusqu'à sa mort. Pour autant, l'exploration de cette ombre n'est pas nécessairement négative. Arthur Rimbaud, dans son sonnet Voyelle, a mis en lumière, grâce à un jeu d'associations synesthésiques et symboliques, le potentiel créatif de cette part d'inconscient. Certains commentateurs ont d'ailleurs souligné le fait qu'ils auraient été écrits dans un état second, Rimbaud ayant été, comme on le sait, consommateur d'absinthe et de hashish, dont les effets hallucinogènes permettent de s'affranchir de ses inhibitions. À ce propos, quelques décennies plus tard, un groupe d'artistes marqué par les théories de Freud sur l'inconscient s'y enfonça plus loin encore, allant même jusqu'à lui céder le contrôle. Je vous parle du mouvement surréaliste, bien connu pour sa méthode d'écriture automatique qui, via l'hypnose, la transe ou l'usage de substances psychoactives, visait, en se mettant dans un état second, à court-circuiter le processus classique d'écriture, plutôt long et intellectuel, pour se rapprocher de la spontanéité dont je vous parlais plus tôt
et qui était jusque-là l'apanage de la peinture, cela afin de laisser parler l'inconscient et donc faire surgir des images refoulées pour accéder à des vérités profondes, plus authentiques. Hans Bellmer était d'ailleurs sans surprise proche de ce mouvement dont André Breton fut le chef de file avec une œuvre emblématique, Les Champs magnétiques, coécrite avec Philippe Soupeau. Plus récemment, et en dehors de la sphère du surréalisme, je ne peux m'empêcher d'évoquer le très dérangeant Jérôme, qui m'avait été conseillé par un abonné, un cadeau empoisonné, une œuvre dont la noirceur est telle que les pulsions de son auteur, Jean-Pierre Martinet, qui souffra d'énormes problèmes d'alcool, semblent avoir pris le dessus, le conduisant d'ailleurs à une mort précoce à l'âge de 48 ans. Pour éviter d'être englouti par ces ténèbres intérieures, lesquelles conduisent à une existence déséquilibrée, malheureuse, voire, comme nous l'avons vu, à la folie ou à la mort, il est donc essentiel de trouver un équilibre. Et puisqu'il est par nature impossible de faire disparaître son ombre et nocif de la refouler, il s'agirait donc de l'accepter comme tel, comme faisant partie d'un tout indissociable de notre être. Cette dualité pourtant indivisible, on la retrouve partout chez Tool. Ce processus complexe d'intégration de nos démons, Jung l'a nommé individuation. Il s'agit selon lui de ce vers quoi doit tendre tout être humain pour atteindre la plénitude et vivre une vie équilibrée. Il va sans dire qu'atteindre l'individuation est un chemin ardu, semé d'épreuves et dont il est impératif, pour en voir le bout, que quelque chose change. Nous devons prendre du recul et faire preuve d'honnêteté envers nous-mêmes, jeter un œil dans l'abysse. Ce grand voyage initiatique est au cœur d'une majorité d'œuvres de fiction dans lesquelles le protagoniste, à partir d'un état initial qui va voler en éclats suite à un événement imprévu, sera obligé de sortir de sa zone de confort et affronter des épreuves qui, s'il parvient à les surmonter, feront de lui un être meilleur. Une métaphore de l'existence qu'un homme, Joseph Campbell, a théorisé dans un livre intitulé « Le héros aux 1001 visages », l'un des rares que Maynard James Keenan, le chanteur de Tool, a d'ailleurs régulièrement cité comme influence. Ce bouquin, qui s'appuie grandement sur les thèses de Carl Jung, le héros étant un autre des archétypes qu'il décrit, a pour idée principale le fait que ce schéma, ce cycle d'épreuves auxquelles sont confrontés les héros, serait en nous depuis la nuit des temps. Pour cela, il s'appuie sur de nombreux mythes et histoires glanés à différentes époques et endroits du globe, mais partageant toutes ce tronc commun. Un concept qu'il a baptisé monomythe. À ce propos, 10,000 Days peut être vu comme un album concept où le protagoniste passerait lui-même par une série de révélations et transformations profondes, culminant dans un morceau baptisé sans surprise Right Into. J'ai souvent pensé que la fascination qu'exerce Tool sur son audience tient sans doute au fait que ses textes et son imagerie puisent dans ce même inconscient collectif rempli de mythes et créatures qui nous parlent à chacun. Ce voyage du héros ne se limite pas bien sûr à une série d'épreuves à surmonter pour découvrir un trésor ou sauver une princesse. Il s'agit avant tout d'un voyage spirituel visant à concilier les différents aspects conscients et enfouis de notre personnalité. Ce voyage et cette acceptation peuvent prendre bien des formes. Il s'agit parfois de surmonter un traumatisme du passé pour vaincre un conflit interne du présent. On en a un bon exemple dans le double morceau Wings for Mary, où Keenan se confronte à un épisode particulièrement douloureux de son enfance, celui où sa mère, Judith, suite à une rupture d'anévrisme, devint partiellement paralysée. Mais le traumatisme ne s'arrête pas là, certaines personnes de la paroisse à laquelle elle appartenait ayant considéré la chose comme une sorte de châtiment divin. Un aspect sombre de l'âme humaine sous emprise religieuse qui marqua Keenan à vie et
dont on trouve des échos dans toute son œuvre. La littérature, de son côté, en offre l'un des exemples les plus déchirants avec Beloved de Toni Morrison, racontant l'histoire d'une ancienne esclave hantée par un événement tragique, mais dont on ne découvrira la nature, de sa bouche même, qu'à la toute fin du livre. Une acceptation de son ombre qui déclenchera chez le personnage une véritable catharsis et rédemption. Cette idée de personnage ressentant des choses dont il ne se rappelle pas, ou refuse plus ou moins consciemment de se souvenir, on la retrouve chez de nombreux auteurs, parmi lesquels Philippe K. Dick, qui, dans son terrifiant Ubik, met en scène un groupe de personnes qui, suite à un incident dont je ne vous révélerai rien, voient leur réalité se désintégrer peu à peu. Dans un tout autre registre, on peut citer Patrick Modiano avec les errances poético-mélancoliques de ses personnages, s'efforçant de se souvenir d'éléments de leur vie passée, parfois gommés par un traumatisme, comme c'est le cas dans Rue des boutiques obscures, où le protagoniste, amnésique suite à un mystérieux accident, part à la recherche de son identité. Un cheminement vers la vérité, jalonné de rencontres et d'embûches. Mais au-delà du classique parcours du héros, cette transformation peut revêtir bien d'autres formes. Formes avec lesquelles le groupe a continuellement joué au fil des albums, allant même jusqu'à inventer une fausse doctrine. Si vous vous sentez prêts, enfonçons-nous donc maintenant au plus profond de l'abysse. Selon Toole, la souffrance induite par l'ombre pourrait être surmontée, ou du moins endiguée, grâce à la lacrymologie. Présentée comme une science de l'étude des larmes développée par un certain Ronald P. Vincent dans un livre appelé « Un guide joyeux de la lacrymologie », il s'agirait d'une méthode d'exploration du chagrin et de la douleur permettant d'acquérir une meilleure connaissance de soi. Vous aurez noté que je parle au conditionnel, car dans les faits, il n'existe pas de Ronald P. Vincent, pas plus qu'on ne trouve de preuves tangibles de l'existence d'un tel livre. Il s'agirait donc d'une pure création du groupe, laquelle n'a pas manqué de renforcer son image ésotérique et mystérieuse auprès des fans. Communauté qui a d'ailleurs elle-même souvent colporté, avec une certaine malice, leurs mythes et mensonges. À titre d'exemple, ce site où certains d'entre eux se sont amusés à écrire de fausses chroniques du fameux bouquin, jouant au passage avec la crédulité des internautes en insérant dans leurs commentaires certaines paroles des chansons de Toole, tels des messages kabbalistiques réservés aux initiés. Dans la littérature, il existe de nombreux exemples de ce procédé de citation d'œuvres n'ayant jamais existé. Cela vise le plus souvent à élargir un univers en faisant appel à l'imagination et donc l'esprit d'abstraction du lecteur, remplissant l'espace avec du vide, faisant plus avec moins. Je pense par exemple à la terrifiante pièce de théâtre Le Roi en jaune, au cœur de l'œuvre de Robert W. Chambers qui inspira la série True Detective, et dont l'antagoniste principal, le Roi en jaune, malgré son caractère fictif, n'étend pas moins son emprise à la réalité. Autre exemple avec le Livre de sable de Jorge Luis Borges, sorte de livre sacré, infini, contenant tous les livres et connecté à sa mythique bibliothèque de Babel. Le film Navidson Record, dont il n'existe aucune trace, est pourtant analysé plan par plan dans le livre La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, et dont j'ai d'ailleurs parlé dans le podcast. Le poids de la sauterelle, ouvrage subversif cité dans le roman Le Maître du Haut Château par Philippe K. Dick, et qui décrit une version alternative de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire sans fin qui, par un effet de mise en abîme, finit d'ailleurs par devenir l'œuvre elle-même.
Le célèbre Necronomicon de Lovecraft, dont seule une poignée de vers ont été cités à travers son œuvre, ce qui a pourtant suffi à stimuler l'imaginaire de générations de lecteurs. Ou enfin, le Livre de la Loi, par un certain Aleister Crowley, mystique anglais du début du XXe siècle dont les écrits ésotériques furent une influence majeure pour Toole. Le Livre de la Loi est un livre qui existe certes, mais se présente comme une transcription d'un texte écrit par un pharaon de la 26e dynastie et qui aurait été dicté à Crowley par une mystérieuse entité portant le nom de Evas. Cette idée de transcription, autrement dit de texte rapporté, est un concept avec lequel le groupe a lui-même joué, plusieurs de ses albums comportant des enregistrements divers, des messages orduriers laissés sur des répondeurs, des conversations téléphoniques inquiétantes où de mystérieux interlocuteurs prétendent avoir été témoins de phénomènes étranges, des dialogues entre médecins et infirmières à propos d'un patient bizarre. Il se dégage de ces intermèdes une impression de réalisme, comme des documents ou pièces à conviction exhumées par le groupe à la manière des found footages au cinéma, genre que Blair Witch a fait découvrir au grand public. Mais rien n'est gratuit chez Toole et le groupe a su jouer avec ce type de support, à l'image du morceau Die Higher Than Satan, dans lequel un homme, s'exprimant en langue allemande, tient un discours devant une foule délirante d'enthousiasme. Notre réflexe initial est de croire qu'il s'agit là d'une sorte de dictateur haranguant son peuple dans une allocution populiste. Alors que, si l'on prend la peine de traduire ces paroles, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une recette de cuisine. Le groupe s'amuse donc à pointer du doigt nos préjugés solidement ancrés dans notre inconscient. Un inconscient qu'il va nous falloir, je vous le disais, apprendre à maîtriser pour atteindre l'individuation. Certains artistes, tout en évoquant dans leur œuvre des aspects très sombres de leur vie, sont parvenus de manière spectaculaire à se réconcilier avec. On l'a vu récemment avec Kendrick Lamar et son album très personnel Mr. Moral and the Big Steppers, dans lequel le rappeur évoque entre autres l'abus sexuel dont il fut victime dans son enfance. L'album s'ouvre sur une voix mystérieuse s'adressant à lui, l'exhortant à s'y confronter, et s'achève au terme d'une vingtaine de morceaux sur la victoire de Lamar. Chez Toole, on trouve des indices d'une telle victoire à la fin de Wings for Mary, lorsque le narrateur semble avoir accepté son passé et s'être réconcilié avec. Deux parties distinctes d'un même tout, finissant donc par former un cercle parfait. Mais c'est là une autre histoire que j'évoquerai peut-être un autre jour. Près de 20 ans se sont écoulés depuis cet après-midi où je découvris le groupe. Mon ami, si fasciné qu'il était par leur musique, se mit à la guitare, ce qui l'arracha à son addiction pour le jeu en ligne. Aujourd'hui, il ne joue plus aux jeux vidéo depuis longtemps, mais fan du groupe, il est comme moi resté depuis lors. Ce modeste triomphe sur son ombre ne le conduisit pas à l'individuation, mais, j'en suis sûr, lui permit de franchir une étape supplémentaire dans son voyage intérieur. Ne sommes-nous pas, après tout, que les personnages principaux d'une grande quête dont nous ignorons la finalité ? Les plus observateurs auront peut-être remarqué que je n'ai cité au cours de ce podcast aucun morceau du dernier album en date du groupe, Fear Inoculum, paru en 2019. La raison est qu'à ce jour, le samedi 10 août 2024, où j'enregistre ce podcast chez moi, quelque part dans les collines de Meudon, je ne l'ai toujours pas écouté. Une forme de snobisme que certains jugeront sans doute délirante, je le conçois, mais chaque chose doit arriver en son temps, et puisqu'il a fallu 13 ans au groupe pour sortir l'album, j'estime pouvoir moi-même attendre 13 années supplémentaires, ce qui nous amène à 2032. Ce groupe, qui a tant compté dans mon propre développement personnel,
je ne souhaite tout simplement plus être enchaîné à lui. J'ai trouvé ma propre voie, sans parler du fait qu'il faut user des bonnes choses avec parcimonie, s'en garder sous le coude pour des jours plus sombres. Les quelques fragments de l'album que j'ai entendus en concert lors de leur récent passage à Paris m'ont semblé particulièrement marquants, raison pour laquelle je dois me préparer pour cette nouvelle étape. Faire appel à ma mémoire musculaire. Le jour viendra, je le sais. D'ici là, bonne nuit, Gotham.